Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19 h. Merci de votre fidélité. Ce soir, nous serons accompagnés avec Mohamed Mouandjé, adjoint au maire de la mairie de Mamoudzou, chargé de l'aménagement. Bonsoir. Bonsoir. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité, à savoir sur cette visite du préfet de Mayotte. Ce sera juste après les titres de la journée. C'était une erreur, mais qui n'en fait pas? Le maire de la commune de Dzaoudi-l'Abattoir réagit suite aux révélations de France Mayotte Matin. Le quotidien révèle que la brochure fabriquée pour expliquer la nouvelle politique environnementale de la ville est un plagiat. Même discours, même présentation, même typographie que la brochure d'une ville canadienne. Mayotte se classe dans le top 10 des territoires les plus corrompus en France. L'ONG Transparency International qui a cartographié les 258 cas de corruption avérés. Cartographie qui a été présentée à l'occasion de la Journée internationale contre la corruption. Et puis la semaine du goût se met en place à l'école de Kaweni T17 qui organisait des animations pédagogiques ce matin. Animation organisée en partenariat avec des classes en CAP Petite Enfance du lycée de Kaweni. L'occasion pour les enfants de mieux comprendre et apprécier toutes les saveurs qu'offre la cuisine, et notamment la cuisine mahoraise. Quel est le point commun entre la ville de Gatineau et la commune de Dzaoudi-l'Abattoir? A priori, rien. Gatineau se situe dans la province de Québec, quelques 200 000 habitants. Aucune similitude donc avec Dzaoudi-l'Abattoir, si ce n'est une politique portée sur la préservation de l'environnement. Quelle ne fut pas notre surprise de découvrir qu'une même brochure était utilisée presque mot pour mot par deux collectivités aussi différentes. Regardez plutôt. D'un côté, la brochure de la ville de Gatineau, de l'autre, celle de la commune de Dzaoudi-l'Abattoir. La page de garde est identique, la composition graphique également. Même citation de l'astrophysicien Hubert Reeves. C'est un citoyen qui a dénoncé ce plagiat. Il indique même que le maire était au courant depuis plusieurs semaines. Monsieur le maire, faire passer un document de communication sur l'agenda 21 de surcroît erroné pour un projet de politique environnementale est un comportement déloyal, d'autant plus qu'il s'agit d'un plagiat. Monsieur le maire, je vous demande de prendre vos responsabilités en collaborant avec des gens compétents et sérieux qui seront rémunérés pour leur juste valeur. Derrière ce travail, l'adjointe au maire chargée du développement durable. Pour Seyd Omar Wali, il ne faut pas regarder le fond, mais la forme. En attendant, le Québec est oublié dans la page de remerciements, tandis que les membres de la Commission de l'environnement et du développement durable sont tous nommés pour leur participation à la conception de ce projet. Notre commune, effectivement, travaille dans le domaine de l'environnement parce que nous pensons sincèrement. Et je retiendrai, par rapport à tout ce qui est dit et tout ce qui a été dit, une phrase, voyez-vous, du pape, qui a dit « Les hommes pardonnent parfois, Dieu toujours et la nature jamais ». Donc à partir de là, nous avons fait de Dzaoudi-l'Abattoir un combat de tous les jours pour préserver notre environnement. Il s'agit donc d'une copie conforme du document qui avait été publié en 2009, adopté par la ville de Gatineau en 2008. Cela pourrait coûter cher à Dzaoudi-l'Abattoir si des comptes lui étaient demandés. Rédacteurs, photographes, infographistes sont aujourd'hui en droit de réclamer des droits d'auteur et des dommages et intérêts. On parle ici de vol. Le maire lui renouvelle sa confiance en son adjointe, indiquant qu'il fallait regarder les changements déjà effectués du côté de la commune. Encore une fois, Mayotte est citée comme étant le mauvais élève de la classe et c'est en matière de corruption. L'ONG Transparency International, qui a cartographié les 258 cas de corruption avérés dans l'Hexagone, a mis en place des outils qui permettent aux Français d'agir directement. Mayotte fait donc partie de ce top 10. Reportage de Shakila Issouf et Leslie Vimenet.
Le département se classe dans le top 10 des territoires les plus corrompus en France. À l'occasion de la journée mondiale contre la corruption, l'ONG Transparence International présente la cartographie qui montre 258 cas de corruption dans l'Hexagone. Ainsi, Mayotte y est citée, avec la Guyane et la Corse. Elles prennent la tête du classement dans les 10 territoires les plus corrompus. La corruption ne devrait pas exister à Mayotte. Et les députés, les maires et tout ça devraient faire appel à nous tous pour que nous arrivons à faire une bonne truc dans notre petite île. Non, je ne savais pas qu'il y avait de la corruption à Mayotte. Par contre, quand vous avez dit pour les associations et les établissements publics, ça c'est assez évident parce que la corruption se trouve plus dans ces domaines-là. Ce classement est élaboré à partir des atteintes à probité commises à la fois par les élus, fonctionnaires, responsables associatifs, salariés ou patrons. La corruption à Mayotte, ça existe, mais c'est quelque chose qui est devenu normal. Mais ça existe dans les bureaux. Il y a des gens qui avantagent leur famille, leurs amis. Dans les associations, il y a des gens qui vendent des projets et qui prennent l'argent pour leur compte. Un palmarès qu'il faudrait néanmoins réactualiser puisque les faits évoqués remontent pour certains à 2009. En attendant, en pleine période de campagne électorale, les langues risquent de se dénouer. Pour les autres régions, Île-de-France, la Provence, l'Aquitaine, Languedoc-Roussillon, 17 à 87 cas de corruption sont avérés. La corruption s'enracine et évolue malgré le temps et les mesures mises en place pour la combattre. Mohamed Mouandji, Mayotte, une île corrompue. Oui, alors C'est votre sentiment également en tant qu'élu? Je ne sais pas, parce que il faudrait voir la justice, ce qu'elle dit là-dessus. En tout cas, ce sont des chiffres d'une ONG. Oui, ce que je peux dire simplement, c'est que c'est triste d'être classé comme cela, la corruption. En même temps, quand nous faisons de bonnes choses, on ne parle pas de Mayotte, quoi. C'est quand il y a un cyclone ou quand il y a un problème, là on parle de nous. Ça serait bien quand même de parler aussi des choses qui marchent, pas seulement des choses qui nous stigmatisent. Même si je suis contre la corruption, j'essaierai tout au long de mon mandat d'être le plus clair possible. On y reviendra, je pense, sur ces affaires de corruption, puisqu'on rappelle que ces données utilisées par l'ONG n'ont pas été actualisées. Annulée le 6 novembre dernier suite au décès du grand cadi, la visite du préfet dans la commune de Mamoudzou a eu lieu aujourd'hui. Au programme de nombreux sites à visiter, dont la rénovation du quartier de Mgombani, Mayotte 2025, et donc dans toutes les têtes. Reportage de Camille Leca. Bienvenue, monsieur le préfet. Madame, merci infiniment pour votre accueil. Ça va très bien. Cette visite était sans doute la plus attendue de l'agenda du préfet. Plusieurs semaines après le début de sa tournée sur l'île, il rencontrait enfin le maire de Mamoudzou et son équipe. L'occasion pour Simon Morsi de faire le tour des principaux projets de la commune pour mieux les intégrer au document cadre Mayotte 2025. Politique de la jeunesse, rénovation urbaine, intercommunalité. Sur bien des points, Mamoudzou fait figure de leader. C'est un rendez-vous incontournable parce que c'est la ville chef-lieu du département et que donc on a beaucoup de choses à faire et l'essentiel des services publics se trouve ici. Il y a des questions qui se posent autour de ça, beaucoup de questions d'insécurité, beaucoup de questions de mouvements pendulaires, des gens qui travaillent, qui habitent loin, qui viennent travailler ici, autant de choses qui jusqu'à l'insécurité doivent être prises en compte. Donc pour moi c'est un moment phare. Après une réunion dans l'hôtel de ville, élus et préfets se sont rendus dans le quartier de Mgombani, qui bénéficie aujourd'hui d'un plan de rénovation urbaine. Ici, 27 logements sociaux seront bientôt achevés, des travaux subventionnés à 80% par l'État. Mais si l'habitat est une priorité pour le maire Madjani Mohamed, il y a un autre sujet sur lequel il attend des réponses rapides. On va toujours travailler avec les services de l'État, notamment la préfecture, pour essayer de trouver des solutions, disons, à court terme. Parce qu'au niveau de la délinquance, ça pose énormément de problèmes, donc il faudra voir de ce côté-là comment faire pour que ça se résout au minimum.
Autre dossier évoqué cet après-midi, l'amélioration de la circulation et des transports. Des enjeux qui méritent sérieuse réflexion. Aujourd'hui, Mamoudzou, ville de 60 000 habitants, est traversée par plus de 100 000 personnes par jour, du lundi au vendredi. Après Mgombani, le préfet s'est rendu au terre-plein de Mtsapéré, à la ZAC de Doujani et sur le chantier de l'école T4 à Tsunzu 1. C'était une visite très attendue. Est-ce qu'elle a finalement répondu à vos attentes? Oui, d'abord, il faut remercier effectivement l'équipe du préfet qui est venue sur place. Et nous avons aussi apprécié le côté concret de ce nouveau préfet. Ce n'est pas quelqu'un qui va théoriser, mais il est très concret et ça, nous l'avons apprécié. Nous avons pu aussi, avec l'équipe de M. Majani, le maire de Mamoudzou, nous avons pu effectivement discuter en direct sur des questions portant sur la question du foncier. C'est important, la maîtrise foncière, la question aussi du logement et de l'habitat. Nous avons mis l'accent sur l'insécurité ou la sécurité, parce qu'il faut inverser la tendance, parler plutôt de la sécurité des citoyens de Mamoudzou. Et ensuite, à travers les visites, c'était aussi l'occasion de montrer au préfet, notamment à Mtsapéré, à Doujani, que le terre-plein de Mtsapéré, bien sûr, et Doujani, la prochaine ZAC, c'est que nous avons le foncier qui est disponible, mais ce qui nous manque à Mamoudzou, ce sont les outils, les leviers nécessaires et les moyens financiers qui nous permettraient d'aller jusqu'au bout de ces opérations, surtout dans un contexte où il manque beaucoup de logements Mamoudzou. Quelle est la priorité? Parce que c'est vrai que beaucoup de thématiques ont été abordées, la question du logement, la question de l'insécurité, de la sécurité si vous préférez. Mais il y avait également cette question du quartier de Mgombani. On a l'impression que finalement, Mamoudzou est sur tous les fronts. On ne sait plus vraiment quel dossier attaquer en premier. Oui, parce que Mamoudzou, c'est la capitale. C'est le chef-lieu. À Mamoudzou se concentrent toutes les difficultés de chômage, de délinquance, de transport, d'habitats indignes, de santé publique, parce qu'il y a un problème de santé publique, ce qui fait que forcément, Mamoudzou ne va pas être regardé comme n'importe quelle ville, village ou n'importe quelle commune de Mayotte. Donc, c'est que nous avons voulu attaquer de front l'ensemble des difficultés. D'abord, sur la question de la sécurité, c'était important. Le préfet nous a dit que l'État était prêt à nous accompagner pour financer au moins la moitié donc du coût d'acquisition de la vidéosurveillance. Ça représente quel budget exactement? Un dossier, je ne peux pas vous dire, un dossier est en cours de préparation, il sera déposé auprès du préfet dans les meilleurs délais. Nous avons des services qui travaillent dans ce sens-là. Ensuite, la question de la propreté. Nous avons lancé un plan propreté avec des embauches, avec l'achat bientôt de camions, de bacs, poubelles, etc. Donc, toutes ces thématiques-là sera traitée. Ensuite, la question de l'investissement concernant la rénovation urbaine. Vous savez qu'il y a Mgombani, et qui sera achevé d'ici quelques années, parce que ça fait longtemps que ça dure, mais nous sommes soutenus ici par l'État et par l'ANRU, mais aussi par le Conseil général et par d'autres partenaires. La CIM fait son travail. Il y a aussi des projets comme la ZAC de Hamaha qui avancent difficilement, mais ça avance. Donc c'était pour montrer aussi à l'État qu'il y a des chantiers qui avancent, parce qu'il y a des financements, et des chantiers qui ont besoin de financement, et notamment d'un soutien, d'un accompagnement financier de l'État, parce qu'il faut ici lever des freins. Il y a des chantiers où, comme Mtsapéré, on a un foncier qui est là, alors qu'on est dans une zone d'aléa fort, on ne peut pas construire partout. Il y a un foncier qui est là. On attend que les leviers, comme le FRAFU, comme d'autres leviers qui nous permettraient d'agir. Il y a aussi la question du logement social. On a des difficultés par manque d'opérateurs, par manque de fonciers viabilisés. Si on peut accompagner les individus, si on peut accompagner des groupements ou des sociétés immobilières privées pour répondre aux besoins du logement. Parce que Mamoudzou fait partie des communes où il faudrait au moins 20% de logements sociaux. Je vais revenir sur cette question de vidéosurveillance. Ça prendrait combien de temps à se mettre en place? Je pense que c'est la question qui intéresse tous les citoyens de Mamoudzou, mais également de Mayotte en général. Et puis finalement, est-ce que ce sera efficace? On voit notamment qu'au niveau de certains magasins, la vidéosurveillance existe et pourtant ça n'empêche pas les cambriolages. Est-ce que ça va empêcher des agressions qui est de la vidéosurveillance à Mamoudzou? Déjà, je peux vous dire, il y a eu un événement à Doujani où une jeune fille a été violée. Le violeur
a été, j'allais dire, rattrapé ou attrapé ou attrapé par la justice devant un magasin qui avait une caméra. Donc ça aide. Ce n'est pas la panacée, ce n'est pas la solution unique pour lutter contre la délinquance ou l'insécurité, mais c'est un complément, c'est un ensemble de leviers. Donc quand on monte le projet, il sera présenté devant le préfet, l'État est prêt à nous soutenir. Moi, je dirais le plus tôt possible. Encore une fois, la vidéo, surveillance, les caméras, ce ne sont qu'un levier parmi d'autres, parce qu'à côté, il y aura aussi le CLSPD, il y aura d'actions de lutte contre la délinquance, il y a des moyens de l'État, il y aura des moyens de la commune, notamment à travers la police municipale, qui sera renforcée. Nous allons bientôt délibérer pour revoir à la hausse le nombre de policiers municipaux à Mamoudzou. Pour qu'il y ait au moins un peu de sécurité à Mamoudzou, et il nous faudrait 58 policiers municipaux. Nous travaillons avec le commissariat de Mamoudzou sur cette thématique-là. Donc, dans tout ce que nous faisons, nous savons que nous n'avons pas toutes les réponses seuls et que seuls nous n'y arriverons pas. Nous avons besoin des compétences des autres, de l'État, de la sécurité publique, mais aussi du département, des associations et d'autres collectivités. Donc je pense que la question de l'intercommunalité va se construire autour d'un projet qui permettrait aux communes d'être beaucoup plus efficaces ensemble que seules. C'est dans cette logique-là que nous travaillons. Tous ces projets qui vont se mettre en place, ce Mamoudzou, donc ce nouveau Mamoudzou qui va émerger, ça va prendre combien de temps, Mohamed Mandje? Il faut quand même dater, même de manière approximative. Demain. Non, sérieusement, on a deux démarches. On a une démarche à moyen terme qui va se traduire à travers un projet de territoire. Parce que vous savez que dans le cadre des contrats de ville, on nous oblige à avoir un projet de territoire. Donc, Kaweni, Mtsapere, pour l'instant, sont des quartiers prioritaires. Donc, on va faire ce projet de territoire sur 6 ans. Et ce qui nous permettrait de mettre en cohérence tout ce que nous faisons sur Mamoudzou. Parce qu'il y a des actions partout, il y a des projets partout, mais il faut qu'il y ait une cohérence, il faut qu'il y ait une stratégie. Ensuite, Mamoudzou 2015, 2020, 2025, nous allons être assistés peut-être par un bureau d'études pour tracer ce que nous voulons bâtir pour nos enfants dans les 10-15 prochaines années. Donc, il y a des problèmes immédiats auxquels il faudra répondre. Nous y attelons. Nous avons, à travers l'opération Mamoudzou propre, à travers la sécurisation des écoles, à travers les caniveaux, nous essayons l'éclairage, nous avons agi sur l'éclairage. Donc nous agissons dans l'immédiateté par rapport aux moyens disponibles cette année. Ensuite, nous allons attaquer les 6 prochaines années dans un document cadre qui s'appelle donc le projet de territoire. Ensuite, sur le long terme, nous aurons un document stratégique qui va tracer Mamoudzou 2025. Donc, il faut à la fois agir maintenant, parce qu'il faut des réponses maintenant par rapport aux problèmes quotidiens des gens, mais il faut aussi penser à construire l'avenir. C'est toute la difficulté que nous avons aujourd'hui sur Mamoudzou, une commune capitale de 60 000 habitants, avec toutes les difficultés du monde. Il y a eu également cette convention signée aujourd'hui pour l'électronisation des PV. Donc, est-ce que ça veut dire que les policiers municipaux vont avoir plus de pouvoir? Enfin, il y aura des PV électroniques. Ils sont équipés pour cela. En fait, parce que déjà, ils n'étaient pas électroniques, les PV, il n'y en avait pas beaucoup. Maintenant, enfin, il y en aura parce que c'était difficile effectivement pour eux de verbaliser. Aujourd'hui, ils seront connectés directement avec l'accord de l'État. Je pense que ça va aller beaucoup plus vite. Mais au-delà des PV, pourquoi on n'est pas là pour verbaliser parce que nous avons envie, c'est aussi mettre de l'ordre dans la circulation. C'est aussi, tout à l'heure avec le préfet, quand on circulait sur Mamoudzou, on voyait des carcasses de voitures partout. C'est pas normal. On voit des conteneurs partout. Et je le dis ici, pour ceux qui ont des conteneurs, un conteneur posé quelque part, 6 mois après, soit vous avez un permis, soit vous payez des impôts locaux. Donc à un moment donné, il va falloir choisir. Donc on ne peut pas avoir un territoire où n'importe qui fait n'importe quoi. Donc, il faut mettre de l'ordre. Je pense que nous avons 26 policiers municipaux en ce moment. Le nombre n'est pas suffisant. Nous allons aller vers 58 prochainement à travers des jeunes qui seraient embauchés, formés pour passer les concours. Ensuite, après, on va compléter le dispositif au fur et à mesure. Mais ce qui est clair, avec ce PV électronique, nous avons gagné pas mal de temps. Merci beaucoup, Mohamed Mandje, d'avoir répondu à toutes nos questions. On l'aura compris, ça va bouger du côté de Mamoudzou, on l'espère dans pas trop longtemps. C'est très clair.
Exaspération des pêcheurs de Petite Heure après une saisie des affaires maritimes hier en fin d'après-midi. Les pêcheurs indiquent comprendre la raison de ce contrôle. En effet, ils ont pris l'habitude de débarquer au niveau de la plage derrière la station de Total, ce qui n'est pas du tout fait pour ce débarquement, un lieu qui n'est donc pas habilité pour ce genre d'opération. En attendant, aucune alternative ne leur est proposée. Les images sont signées Abbas Alidi. Une tonne de poissons saisie hier. Ici, les pêcheurs professionnels et les plaisanciers ont pris l'habitude d'embarquer et de débarquer. Mais aux yeux de la réglementation, cela ne passe pas. Hier, aux alentours de 17 h, les agents des affaires maritimes accompagnés des gendarmes ont procédé à la saisie de la pêche du jour. Professionnels, amateurs, en règle ou non, les pêcheurs dénoncent le fait qu'aucune distinction n'ait été faite. Aucune pesée, pas de prise de notes, la procédure a vite été pliée. Ils ont pris le poisson, le mettre dans un barque. J'ai demandé aux gars, l'autorité qui était là, vous avez le prix, vous avez noté? Non, ils n'ont pas noté. Parce qu'ils devaient noter chacun l'état du poisson, il y avait combien de pièces ou il y avait combien de kilos. Et ce poisson-là devait être envoyé à la Copemaille ou à la coopérative de Mtsapere ou chez Captain Ando. Pour qu'en attendant un procès de tribunal, là oui, j'accepte. Parce que nous, on voulait éviter le fraude qui s'est passé ici. Il y avait même le pêcheur professionnel, qu'on l'a pris ses poissons. Je suis arrivé, j'ai réclamé, j'ai dit aux autorités comme quoi, sur ces poissons que tu as pris combien de kilos, ça même pas. Sans hall, les pêcheurs boycottent four à chaud. Pour eux, cet espace dédié à leur profession est indigne. Les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Le lieu se dégrade au fil des mois. Impossible de débarquer ici. Je suis arrivé, j'ai demandé que ça se passe, on m'a dit ce n'est pas un point de débarquement, ça fait normal, mais un point de débarquement, c'est un outil qu'on attend depuis qu'on nous a annoncé qu'il faut avoir des points de débarquement. Et en Petite Heure, on a 2 communes. Moi, dans mes pensées, je vois que c'est ici qu'on embarque et c'est ici qu'on devait débarquer parce qu'il nous dit d'aller débarquer au niveau de Furacho. Furacho, on ne peut pas débarquer là-bas parce que l'endroit n'est pas digne d'un point de débarquement. Une nouvelle réunion doit avoir lieu demain à 9 h pour parler justement de ce hall. Les élus de la Petite Terre sont attendus, ainsi que ceux de la CAPAM. Les pêcheurs de la Petite Terre exigent des solutions rapidement. À noter que selon la gendarmerie, on parle de 700 kilos de poissons saisis et détruits. Par ailleurs, 2 infractions pour débarquement de produits de pêche maritime et d'aquaculture marine en dehors des lieux déterminés sont relevées, ainsi que 3 personnes en situation irrégulière qui ont été contrôlées, placées en rétention administrative avant éloignement. Hier a donc eu lieu la marche pour dénoncer les agressions sexuelles sur mineurs, une marche blanche qui marque un tournant dans le besoin des victimes de dénoncer ces faits. Le collectif des parents d'élèves de Cavani Sud, en organisant cette marche, espère attirer l'attention des autorités chargées de la protection des mineurs. Reportage de Shakila Issouf et Leslie Vimonet. Le début de prière marque le départ de cette marche qui nous rappelle combien ces mères de famille restent profondément marquées par ce drame indélébile. Au long de la marche, les versets coraniques sont récités pour permettre aux mères de famille de se recueillir. L'évanouissement de la grande sœur de Taoulida en transe montre combien le traumatisme implique non seulement la famille mais aussi toute la société mahoraise. Les mamans restent dignes et poursuivent la marche jusqu'au vice-rectorat. Le chemin de la reconnaissance des violences physiques et morales faites sur des enfants reste encore indescriptible. Ainsi, le cri de ces parents d'élèves qui depuis des mois dénoncent les conditions de délabrement des routes qu'ils empruntent tous les jours pour déposer leurs enfants à l'école, depuis hier, semble résonner dans le subconscient d'une population en pleine mutation culturelle. Directeur suspendu pour l'instant, pas enquête. Il faut
Une phrase qui soulève la question de la responsabilité du directeur de l'école maternelle de Cavani Sud 1, actuellement mise à pied par le vice-rectorat. Aujourd'hui, ces parents d'élèves restent dans l'incertitude totale face à la prise en compte de leurs revendications. À chaque journée de mobilisation, la crise sociale sur le 101e département semble continuer à faire des victimes. Une affaire qui a touché toutes les familles mahorais en Benmondje, c'est un fait assez grave, il faut le dire, qui a été rapidement soulevé par les parents d'élèves notamment et les mères. Oui, je voulais vraiment partager mon indignation par rapport à ce qui s'est passé. Nous nous sommes rendus chez les parents de la victime, une délégation donc d'élus, nous étions trois élus, et il fallait voir la fille, 8 ans, mais elle faisait moins. Vous avez la chair de poule. Comment est-ce qu'un être humain peut s'attaquer à une petite fille comme celle-là, quoi. C'est vraiment c'est triste, et surtout quand il s'agit de, je sais pas, un multirécidiviste. Je pense que des gens comme ça, s'ils sont malades, qu'ils aillent se faire soigner, sinon, mais qu'on les garde pour longtemps, quoi, parce que la société n'a pas besoin de gens comme ça. Bon, après, il y a une certaine responsabilité collective. À un moment donné, il faut qu'on s'interroge. Pourquoi chez nous, une jeune fille qui rentre chez elle peut se faire violer par un adulte sur un petit chemin. Voilà. Donc ça c'est grave, et ça résume vraiment dans quelle tristesse nous nous trouvons tous, dans quelle tristesse se trouve la population aujourd'hui, où personne n'est à l'abri. Même une jeune fille de 8 ans peut se faire violer par un malade, parce que pour moi c'est un malade. Voilà. Donc je pense que s'il fallait une preuve, peut-être qu'ici il n'y a pas de... On ne se tue pas par arme à feu, mais ces petites agressions mises bout à bout finissent par harceler toute une population qui n'en peut plus. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? On fait pas des milices, mais on se regroupe. Quand la population se met à se regrouper pour faire des patrouilles la nuit, c'est que, j'allais dire, la République, c'est que la force publique, c'est que l'État dans son ensemble a échoué, et c'est grave. On peut contribuer, on peut tout faire pour faciliter une solution, mais de là à dire finalement personne ne nous protège, il n'y a qu'à se protéger par nous-mêmes, par des actions de parents. Je trouve quand même qu'on arrive à la limite d'un système. Soit on réagit, je sais qu'il y a des efforts qui sont faits du côté de la police, du côté de la justice, du côté de l'État, mais on arrive à un point où bien des cas comme ça, bon, il peut toujours en produire, parce que la société est toujours remplie, j'allais dire, de personnes comme ça. Mais je pense que nous devons tous réagir pour que cela ne se reproduise pas. Malheureusement, c'est triste. C'est vraiment triste. Je suis vraiment attristé, parce que quand j'ai vu la jeune fille, je me suis dit c'est pas possible. C'est pas possible, ça ne peut pas arriver comme ça. C'est pas un être humain qui a fait ça. Et justement, par rapport à cela, est-ce qu'il y a justement assez d'informations, de sensibilisation? On parle donc de cette petite fille qui devait être à l'école et qui n'y était pas. On n'a pas prévenu donc, les parents, et on voit les limites aussi peut-être de ces écoles, d'un système à l'école qui ne fonctionne plus également. Bon, il y a l'école en elle-même où, effectivement, ici, on est en rotation. Nous avons des écoles, notamment Mamoudzou, où près de 80% ne sont pas aux normes de sécurité et d'hygiène. Les écoles ne sont pas en nombre suffisant. Il y a des enfants de 3 à 4 ans qui ne vont pas à l'école. Donc, tout cela et c'est la réalité. En même temps, il y a ce qui se passe à l'extérieur. Effectivement, bon, il y a un directeur qui a été suspendu, il y a une enquête en cours. Moi, je n'ai pas envie de me substituer à la justice. Je fais confiance à la justice de cette île. Simplement, je suis un parent. J'ai un gamin de 9 ans qui va à l'école, un autre de 13 ans qui va à l'école, l'autre de 4 ans. Et ce sont des garçons. Mais ici, face à des phénomènes comme ce monsieur, ce violeur, j'ai peur. J'ai peur parce qu'à un moment donné, est-ce qu'on peut laisser son gamin à l'école seul? Est-ce qu'il faut l'accompagner? Jusqu'où il faut l'accompagner pour qu'il ne soit pas agressé? Donc, je pense que c'est la société qui doit s'interroger sur comment éduquer les enfants, comment prendre en charge ces enfants, comment se prémunir de ce genre de personnalité ou de violeurs. Je pense que c'est une responsabilité, encore une fois, collective, parce que la réponse ne reviendra pas seulement de la justice. Je voyais effectivement une intervention comme quoi, effectivement, certains sont libérés une fois. Donc, à un moment donné, c'est tout cet ensemble-là, il va falloir regarder de près. Merci beaucoup, Ben Mandi, un débat qui mérite donc d'être lancé. C'est la fin
de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, la météo d'Ornella Périne, suivi du journal en maori et du temps de parole. On se retrouve demain pour un nouveau journal Kwaheri.